Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Audrey Es-tu, ma co-animatrice, moi-même, Hubert Côté. Donc, aujourd'hui, Audrey, on va parler d'un sujet qui me fascine, puis je pense qui fascine aussi beaucoup de gens qui nous posent des questions par rapport à l'achat d'entreprise, le fameux financement. Donc, comment financer l'achat d'une première entreprise? Il y a mille et un mystères entourant le financement de l'achat d'une entreprise. Tout le monde est familier avec le financement d'une maison, d'un triplex. C'est comme plus pratique courante ou même de venir financer sa start-up. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va répondre à beaucoup de questions puis partager un peu ce qu'on a vu sur le terrain. Fait que, toi, Audrey, je me pose la question. Euh, tu passes beaucoup de temps avec les gens qu'on accompagne au day-to-day chez Live. C'était quoi un peu ta préconception du financement? Puis peut-être juste une des premières questions que tu te fais souvent poser quand vient le temps justement de financer l'achat d'une entreprise. Honnêtement, au départ, là, j'avais vraiment aucune idée de comment ça fonctionnait. Là. Tu sais, je savais que tu pouvais aller chercher comme une partie avec les banques, mais je savais pas nécessairement qu'il y avait certaines banques qui étaient mieux, pourquoi, quand, là, dans quel projet. Puis selon une analyse financière aussi de l'entreprise. Mais tu sais, tout concernant les taux d'intérêt, j'avais aucune idée comment c'était calculé. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, là, maintenant, on a fait des dizaines de transactions. Personnellement, j'ai acheté, c'est ça, 4 entreprises. Tu sais, au total, admettons, les entreprises génèrent en ce moment environ 3 millions de chiffres d'affaires. Dans chacune des acquisitions, tu sais, je finance entre 90 à 100% de chacun des deals. Puis, je serais curieux, tu sais, je me demande, selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens, mettons, pensent que tu as besoin d'avoir 1 million cash quand tu achètes une business? Tu sais, souvent, je me fais poser la question à mes hubs, ça m'intéresse l'achat d'entreprise, mais tu sais, j'ai pas des centaines et des centaines de milliers de dollars qui traînent. Selon toi, ça vient de où cette croyance-là que tu as besoin d'avoir 50% de la transaction en cash? Là? Je pense que c'est que les gens sont pas assez au courant de la balance de prix de vente, OK. en fait. Là. Puis je pense qu'il y a même des vendeurs aussi qui sont pas au courant de ça. Là. Fun fact, cette semaine, je parlais à une vendeuse d'une entreprise, puis pour un client, j'ai essayé d'y expliquer, OK, êtes-vous ouvert à la balance de prix de vente, tout ça. Puis elle savait même pas c'était quoi. Fait que, il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant de ce principe-là. Puis justement, cette vendeuse-là, maintenant, va s'intéresser à ça, s'éduquer, s'informer un petit peu sur le sujet, puis il va peut-être pouvoir passer une transaction à cause de ça, parce que là, il y avait plein de personnes qui a bloqué parce qu'elles étaient comme pas intéressées. Pas intéressées, mais pas au courant que ça se faisait, mettons. Ouais. Puis je pense que justement, là, les gens, ils ont tout le temps besoin d'énormément de capital. Ils pensent qu'ils ont besoin d'énormément de capital parce que... Mais au final, le vendeur peut financer leur partie de mise de fonds. C'est vraiment un bon point, puis on dirait qu'il y a personne qui résonne avec moi là-dessus, mais je dis tout le temps l'analogie de comme, bon, t'achètes ta maison, on le sait, quand tu habites dans ta maison, tu finances 95% auprès de la banque. Tout le monde a un job, mais on loue un peu tout notre temps dans une entreprise. C'est pourquoi pas être propriétaire comme tu possèdes ta maison. Tu passes probablement plus de temps à ta job qu'à ta maison. Puis en plus, il y a des subventions, des mécanismes, puis des choses qui font en sorte que tu peux financer 95%, même en certains cas 100% aussi. On dirait, j'utilise tout le temps ce comparatif-là, mais j'ai l'impression que c'est boiteux, puis genre personne clique, genre, mais comme c'est vrai. Puis avant de peut-être parler justement de toutes ces choses-là qui font en sorte que ça arrive, que c'est possible, puis que j'en ai vu, j'en ai financé moi-même, des acquisitions à 100%. Évidemment, genre, on ne veut pas vendre du rêve, puis on ne peut pas dire que ça ne prend pas d'argent pour acheter une business. Il vaut toujours mieux en avoir. C'est toujours plus simple. Mais ce serait quoi peut-être la première question, le premier sujet que tu aimerais qu'on aborde par rapport justement au gros morceau du fameux financement pour l'achat? Pour retourner aussi à juste la question d'avant, là, ça m'a fait penser à quelque chose. Là, pourquoi que les gens ils pensent qu'ils doivent tout le temps avoir un gros capital? Tu l'as apporté un peu là, le point de l'immobilier. Les gens, dans l'immobilier, corrige-moi, mais la balance de prix de vente, c'est pas quelque chose qui est extrêmement courant. Là. Pour l'achat d'une maison, moins, mais mettons, pour le multilogement, oui. Mettons, des bâtisses commerciales, des tours à bureaux, des plus gros plex, mettons 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Mais pas pour du résidentiel. C'est plus rare. Là. Pour une Non, maison, c'est ça ça. arrive jamais. Oui. Fait que, tu sais, peut-être que le monde ne sont pas au courant de ça. Puis, tu sais, justement, on peut peut-être commencer avec ça de la balance de prix de vente. C'est quoi, puis comment ça marche? Ouais. Fait que la balance de prix de vente, là, en gros, ça devrait toujours être là dans chacun des deals. OK? Fait que la structure générale là, va comme suit quand j'achète une entreprise. 80%. Fait qu'exemple qu'on achète un lavoto. OK? Le lavoto génère 1 million de chiffre d'affaires, 300 000 de profit. Disons, exemple, 400 000 de profit. OK? Ça va être plus simple. On réussit à l'acheter pour 1 million de dollars. Fait que 1 million prix d'achat, on a un offre d'achat qui est signé. La banque, en général, va aller financer 80% de ce montant-là. OK? Les banques auxquelles vous pouvez vous approcher, vous backer, c'est toutes les banques que vous connaissez. OK? Où est-ce que vous allez chercher un prêt hypothécaire? C'est la même chose. Fait que Desjardins, RBC, Banque nationale, RBC, TD, tout ça fonctionne. Mais en plus, ce qui est le fun, c'est qu'il y a d'autres banques qu'on ne connaît pas pour le commun des mortels, mais comme par exemple la BDC, la Banque de développement du Canada, qui est une banque pour entrepreneurs. Il y a aussi le fonds FTQ, Investissement Québec. Ça, c'est tous des gens qui financent les transferts d'entreprise aussi en plus. Pour les femmes en affaires, il y a Femmes Essor, qui est d'un autre programme. Il y a des subventions aussi que vous pouvez aller chercher, mais bref, on ne rentre pas dans les détails. Là. Le but, c'est de parler plus d'ordre général. Fait que 80% financé par la banque. Puis le fameux 20% restant, il existe plusieurs façons de le faire. Fait qu'on peut aller chercher, évidemment, 20% de balance de prix de vente. En général, moi, ce que je vois, c'est 10% de balance de prix de vente. Qu'est-ce qu'une BPV? Là? C'est les balances de prix de vente. C'est essentiellement que le propriétaire de l'entreprise va vous dire, écoute, je vais te financer à partir des profits que l'entreprise y génère. Fait que simplement dit, en gros, c'est que lui, il va accepter qu'à la date où tu passes chez le notaire, le vendeur va pas y acheter. Il vend à 1 million, right? Mais il va recevoir 900 000 $. OK? Puis, il va te passer, dans le fond, il va te faire un prêt de 100 000 $. OK? Une balance de prix de vente, c'est un financement par le vendeur. Puis ça, ce que ça permet de faire, c'est qu'au lieu d'avoir juste la banque comme prêteur, tu as aussi le vendeur. L'avantage de ça, OK, c'est super simple, c'est que lui, il a un incitatif à rester après la transaction pour te transférer toutes les connaissances puis te coacher, dans le fond, pour que tu puisses gérer la business comme du monde. Fait que souvent, il y a l'enjeu de comme je sais pas si j'ai les connaissances qu'il faut pour gérer la business. Mais ce qui est le fun, c'est que tu as quelqu'un qui a genre 20 ans d'expérience qui te lègue tout son savoir en plus d'avoir accès au profit. Fait que je sais pas si c'est clair ou je peux peut-être... Ouais, ben c'est super clair, mais tu sais, justement, là, on voit beaucoup les avantages côté de l'acheteur. Tu sais, côté du vendeur, pourquoi... Tu sais, puis là, oui, on sait qu'il y a un 20% qui est séparé entre l'acheteur et le vendeur. Tu dis que, tu sais, je le sais, le 99%, c'est 10% de l'acheteur, le reste, c'est le vendeur. Ouais. Mais comment c'est séparé? Qu'est-ce qui fait que l'acheteur va avoir 10%? Tu sais, on peut commencer par ça, puis c'est aussi, c'est quoi les avantages qu'il peut avoir pour le vendeur de faire ça? Ouais. Fait que si on regarde ça à 10 000 pieds dans les airs, là, pourquoi est-ce que ça marche? Là? C'est que souvent, même de base, là, la banque va demander, dans le fond, que le vendeur finance une partie. Okay? Puis pourquoi c'est simple? C'est que quand tu achètes une business, contrairement à exemple un bloc ou une maison, c'est qu'il y a une partie de la valeur qui est dans la tête de l'ancien propriétaire. Exemple, tu as un lavoto, fait que comment fonctionne la réparation des machines ou comment fonctionne le système de facturation. Right? Fait que ce qu'on veut s'assurer, c'est que ce savoir-là soit transmis au niveau propriétaire ou au niveau dirigeant. Fait que la banque l'exige pour financer le 80%. Fait que comme ça, lorsque tu présentes, dans le fond, la lettre de la banque qui dit, ben écoute, ils sont prêts à passer 80% de la valeur du deal, mais ils demandent que toi, tu mettes un 10% aussi. Pour prouver que, un, la business, ça se porte bien, que de deux, tu as un incitatif à rester. Ouais. Fait que ça, souvent, c'est le critère de base de banque. Les autres éléments aussi à considérer qui font en sorte qu'il y a du sens, c'est que quand tu fais un financement par le vendeur, tu mets toujours ce qu'on appelle un taux d'intérêt relié à ça. Fait que, en gros, simplement dit, c'est que si on se met dans les souliers du propriétaire de la business qui vend, c'est une business sur laquelle il est attaché, qu'il connaît bien, puis qui sait très bien qu'il est profitable depuis de nombreuses années. T'sais, souvent, moi, ce que j'aime faire, c'est d'acheter une business d'un baby boomer qui s'en va à la retraite parce que la business fait 5, 10, 15, 20 ans qu'elle existe, qu'elle roule, puis qu'elle est déjà profitable, puis qu'elle a un bon nom. Puis, le fait qu'ils connaissent bien sa business, eh bien, tant qu'à prendre l'argent de la vente puis aller la placer à la banque,
dans un CPG ou dans un compte à intérêt, puis faire 2-3 %, ben pourquoi pas de laisser l'argent dans quelque chose qui connaît vraiment la business qui a roulé pendant 10, 15, 20 ans, puis avoir un taux d'intérêt sur ce placement-là. Fait que moi, ce que j'aime bien faire, c'est dire, écoute, Audrey, exemple que tu me vends ta business, puis que je te demande de me financer 100 000 sur le million, OK, 10 %, ben je te dis, Audrey, en échange de ça, je vais te payer à tous les ans ou à tous les mois le total, 100 000 plus 5 Mhm. de taux d'intérêt. Fait que puis là, en réalité, souvent, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais la banque exige un moratoire puis un délai. Fait qu'exemple que je te dis, je te rembourse le 100 000 sur 6 ans. Puis pendant ces 6 années-là, je vais te payer de l'intérêt à tous les mois. Fait que je t'envoie un chèque à tous les mois avec l'intérêt. Fait que toi, tu fais de l'argent sur ton 100 000. Il devient un 130, 150 000. Puis en plus de ça, ben, tu as les autres paiements qui viennent par-dessus l'intérêt qui est juste le remboursement du prêt. Fait que comme ça, lui, il s'assure que il va te payer parce que il va être payé parce que, dans le fond, la business génère des profits. Hein? Fait que tu es capable d'y payer, t'es capable de payer ton acquisition à partir des poches, dans le fond, du propriétaire. C'est ça la beauté de la chose. Puis l'avantage du propriétaire aussi, en terminant, c'est l'optimisation fiscale de la chose aussi. Fait que si, exemple, il reçoit un gros montant, genre 2 millions à la vente, mais qu'il échelonne, exemple, 300 000 en balance de prix de vente sur plusieurs années, bien, c'est sûr que le gain en capital qu'il fait va être réparti sur plusieurs années, puis on le sait comment ça fonctionne, l'impôt. Ouais. Plus tu déclares gros, plus tu payes d'impôts. Fait que si tu fais un peu moins à chaque année, bien, c'est sûr que tu vas payer moins d'impôts aussi. Fait que je dirais qu'il y a cet avantage-là aussi. Un peu plus technique, on ne rentrera pas dans la déduction du gain en capital pour entreprise puis tout ça. Mais tu sais, il y en a d'autres, là, des avantages aussi. Puis tu sais, c'est quoi à dire, mais il y a comme un volet d'éducation puis de l'expliquer justement aux vendeurs, comme tu l'as dit, tu l'as vécu sur le terrain, mais des fois, c'est juste que les gens ne savent pas c'est quoi, puis ça leur fait un peu peur. Mais en réalité, quand tu dis que la banque l'exige, c'est pas un front, c'est souvent la réalité. Fait que ça vient rassurer, puis c'est win-win. Parce que si la personne te vend sa business, techniquement, elle la connaît bien. Si tu as fait un bon travail, il n'y a pas d'anguille sous roche, il n'y a pas de piège, il n'y a pas les risques, tu les connais ou sont inexistants. Puis de toute façon, la business est solvable, elle génère des profits. Puis quand tu rembourses la balance de prix de vente, il est supposé t'en rester pas mal là, quand même là, après. Fait que comme ça, c'est win-win. Oui, puis comme tu dis, un peu pour ramener pourquoi que, on disait tantôt dans l'immobilier, pour le résidentiel, en tout cas, là, c'est quand même assez rare. Mais justement, dans l'acquisition d'entreprise, c'est quelque chose qui est, en tout cas, moi, jusqu'à présent, c'est très, 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 très rare que j'ai vu un deal qui a eu comme aucune balance de prix de vente parce que, comme tu dis, outre les avantages pour l'acheteur, pour le vendeur, ben pour la banque, c'est comme une manière de prouver que le vendeur dit « Ah oui, mon entreprise est profitable, est rentable, puis je crois en la durabilité suite à mon départ. » C'est beaucoup ça. Là. Parce qu'à the end of the day, si le vendeur ne veut pas te faire une balance de prix de vente, ne serait-ce que de 10 puis 10 c'est relativement petit, là, dans le sens que je n'ai déjà entendu puis vu des balances de prix de vente à 100 financées par le vendeur. Puis on pourra y revenir, là, dans quelles conditions ça arrive. Là. Mais s'il a peur de te financer 10 de l'acquisition, ben il y a des questions à se poser. C'est quoi? Y a-t-il une bombe qui va sauter littéralement? Genre? Y a-t-il quelque chose de caché quelque part? C'est ça. 6 mois, est-ce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient dans le marché que tu n'as pas vu? Ou il va-tu partir 2 semaines après, dans le fond, puis tu n'auras pas le transfert de connaissances? Fait que, tu sais, c'est vraiment aussi de te protéger. Puis après ça, si la personne est fermée, ben, tu sais, c'est au billette, là, on passe au prochain. Puis, je veux dire, il y en a des dizaines de milliers des entreprises à vendre. Là, fait que... Oui, absolument. Puis, tu sais, là, justement, le 10 tu sais, c'est qui décide qui donne quoi? Tu veux dire le 10 de balance de prix de vente? Ben mettons, là, il y a un 20 de mise de fonds. Tu sais, un 20-25 de mise de fonds environ sur toutes les acquisitions d'entreprise pour la banque. Ouais. La banque finance le reste. Après ça, ce qui est à diviser entre, mettons, moi puis le vendeur. Ouais. C'est moi qui décide ça, c'est le vendeur qui décide ça, c'est la banque qui décide qui donne combien. Tu sais, comment ça fonctionne? Ça va vraiment être... Tu sais, dans le fond, ça se négocie. Là. Fait que normalement, c'est un commun accord entre l'acheteur, le vendeur puis la banque. Fait que, il y a toujours 3 parties impliquées. Dans les prochains épisodes aussi, on va parler, je sais que ça intéresse beaucoup de gens, là, le fameux financement de l'achat d'une entreprise. Fait que
Tu peux avoir un investisseur silencieux. Ça peut ne pas être ta mise de fonds aussi si tu as un autre partenaire, etc. Mais si on regarde ça simple pour les besoins de la cause, je suis l'acheteur, t'es la vendeur, puis il y a une banque. Right? Dans ce cas-là, c'est sûr que si tu peux aller chercher 20% de financement par le vendeur, ça fait beaucoup plus de sens. Puis c'est vraiment optimal. Mais en réalité, ça va être comme, ben écoute, moi, je mets 1$ dans le deal, je m'attends à ce que tu mettes 1$ aussi, tu sais. Fait que c'est souvent l'espèce d'équilibre de comme, OK, ben tu sais, toi, Audrey, tu me passes 100 000, fait que moi, je mets rien. Tu sais, toi, tu me passes 200 000, fait que moi, je mets rien, j'ai aucun risque. Ben là, c'est un peu bizarre, right? Fait que tu sais, l'espèce de on shake la main, on y va un pour un, puis genre, chaque dollar que tu mets en balance de prix de vente, je la cote pour la mise de fonds. Ouais. C'est souvent, mettons, ça, la vision comme la plus simple, puis comme harmonieuse, si tu veux. Ouais. Mais tu peux dire, écoute, il y a beaucoup de risques associés à l'entreprise. Il y a certaines choses que je manque de visibilité. L'équipe est sur le bord de la retraite. Il y a de l'équipement qui est usé. Écoute, j'aimerais ça te présenter un prix qui est intéressant, mais pour ça, je vais avoir besoin que tu m'aides au niveau du financement parce que les critères de la banque requièrent de financer seulement juste cette partie-là du deal. Fait que si tu veux que je te paye le montant que tu veux, ça va me faire plaisir, mais j'ai besoin que tu sortes 30% de balance de prix de vente. T'sais. Ouais. Puis y a-tu, tu sais, justement, pour négocier, par exemple, justement, moi, je t'achète une entreprise, pour négocier que tu mettes plus que moi, qu'est-ce que je peux mettre sur la table, outre du capital, pour dire que oui, OK, tu vas mettre plus, puis moi, je vais mettre moins, juste en argent, mettons. En tant que vendeur ou en tant qu'acheteur? Mettons? Moi, en tant qu'acheteur. Mettons, je veux t'acheter une entreprise. Ouais, puis tu veux mettre le moins possible. Ouais, je veux mettre le moins possible. C'est quoi mes points de négociation que je peux aller miser, mettons? Ouais. Le risque associé à la transaction, fait que comme j'ai fait un petit peu, là, cette rhétorique-là, là, c'est vrai, là, dans le fond, le risque que tu prends, normalement, peut être compensé de façon monétaire. Fait que si tu dis, écoute, moi, chaque dollar que je mets, je m'attends à ce que tu mettes 2$ parce qu'il y a un risque associé au fait que j'ai le reste de la dette. Là, le 80% de la dette de la banque, c'est moi qui l'assume avec la business que tu me lègues. Tu veux-tu me donner un exemple d'un risque? Ben, tu sais, mettons un risque exemple, qu'on est une manufacture puis on fait des étagères comme ça en métal. Ben, la grosse plieuse, admettons, à 200 000 $, si elle brise, genre, ben, tu sais, moi, je vais devoir la réparer. Ouais. Fait que, tu sais, il y a des chances plus minces, puis on peut avoir des garanties, puis des... c'est du cas par cas aussi. C'est ça, c'est du cas par cas, mais en gros, c'est comment... C'est toujours ça, c'est la relation entre le risque que tu prends puis le risque perçu des deux côtés de la négociation versus le montant de la transaction. Là. Fait que, tout dépendant comment tu le communiques, c'est sûr que tu peux dire, écoute, de toute façon, que tu aies 800 000 ou 1,2 million, ça va-tu vraiment changer quelque chose? Ben écoute, si tu veux t'assurer que la business se passe bien, laisse-moi mettre moins de mise de fonds. Comme ça, si j'ai un enjeu, je pourrais le réinjecter au besoin, vice-versa. Fait que des fois, c'est juste d'avoir une vraie conversation avec le propriétaire. Puis, la première chose qu'on dit tout le temps puis qui fonctionne bien, c'est de développer une relation avec le propriétaire. Là, step one, avant même de rentrer là-dedans, ça peut être une conversation difficile à avoir, là, comment négocier une balance de prix de vente, mais step one, si à la base, tu n'as pas genre une bonne relation avec la personne à travers des simples conversations, ben, ça va être difficile d'avoir un accord. À l'inverse, je vois que le temps file, mais quand j'ai vu une personne se faire financer 100% de l'acquisition, ça arrive dans 2 scénarios. Puis ça, c'est bon, on peut le noter. Là. Le premier, c'est que le propriétaire de l'entreprise est probablement très vieux, sur le bord de la retraite, et déjà très bien nanti, dans le fond, très riche. Si la business fait, mettons, 1 million de profit depuis 20 ans, ça veut dire qu'il y a peut-être il a peut-être eu le temps de placer comme, je dis n'importe quoi, mettons, 50% de ça, fait qu'il y a 10 millions. Puis si ça grossit à 10% par année placé en bourse ou en immobilier, il fait 1 million juste d'intérêt sur ce qu'il a placé. Fait que la personne a du cash, que tu achètes sa business, qui reçoit 2 millions d'un matin, ça va rien changer. Le bonhomme a 70 ans, exemple. Je comprends. Fait que ce que tu peux dire, c'est qu'écoute, je vais, dans le fond, finance-moi l'acquisition à partir des profits. De un, comme ça, la business ne va pas fermer. Puis de deux, je vais te donner un taux d'intérêt là-dessus. Fait qu'en plus de ça, tu vas pouvoir faire de l'argent là-dessus, comme si tu le plaçais à la banque. Mais la beauté de la chose, c'est que quand tu le places à la banque, tu le places en bourse, tu comprends pas vraiment. Dans le fond, tu n'as aucun contrôle. Tandis qu'à l'inverse,
Si tu places l'argent dans une business que tu as roulé pendant 20 ans, ben, tu as une meilleure compréhension de la chose. Tu es capable de mieux guider ton placement et ton investissement. Puis de prouver, dans le fond, que tu as les compétences puis que tu as la drive pour le faire. Fait qu'il y a une relation de confiance qui est bâtie puis il peut te financer 100% si ça marche puis la personne est bien nantie. Oui. Ben justement, tu sais, le côté compétences, là, tu sais, parlons-en un petit peu. Là, est-ce que, justement, là, moi, j'ai travaillé dans un domaine toute ma vie, par exemple, Ouais. puis là, je veux acheter une de tes entreprises que j'ai pas nécessairement de compétences connexes. Est-ce que ça va avoir un rôle sur la balance de prix de vente? Ouais. Tu sais, j'ai un café, j'ai une école de montage, j'ai un cabinet comptable, j'ai racheté Lib, puis j'en oublie une. Café, cabinet comptable, live. J'ai un blanc de mémoire, Ouais. il y en a 4. Tu sais, dans le fond, je sais pas faire de café, je suis pas bon en comptabilité, je sais pas faire de montage, puis au départ, je connaissais pas énormément le monde du courtage. Fait que, pour répondre à ta question, puis l'école de montage, exemple, on a réussi à le financer à 100%. Mais par contre, j'avais d'autres compétences connexes, puis la personne avait confiance en moi. Fait que ça a développé des relations de confiance. Je pense qu'en étant honnête, transparent, en faisant preuve de discipline, je pense que c'est réaliste de le faire. C'est sûr que ça l'aide beaucoup puis ça met en confiance. Si je suis un comptable, j'ai un partenaire comptable dans le cabinet aussi. Si je suis comptable, c'est une grosse valeur ajoutée. Ouais. Puis je pense que ce serait tiré dans le pied puis complètement abruti de dire que tu as besoin d'aucune connaissance puis que ça va t'avantager à rien que tu connaisses pas la business. C'est pas vrai. Genre. Ouais. Si tu connais la business, ça peut vraiment t'aider. Mais c'est pas nécessairement une nécessité. Genre. C'est ça, c'est pas ça, la requis, différence, mais c'est sûr que ça va aider. Puis je pense que il y a quand même certains domaines niches là. que Ouais, ça peut être obligatoire, mais c'est vraiment pas une majorité. Là. Si je donne un exemple, un cabinet de centre dentaire, là, un exact. centre dentaire, ça, c'est majoritairement des dentistes. Là. Ouais. Donc, il faut son université. Mais sinon, justement, comme tu dis, ton cabinet comptable, il y a une différence entre les CPA puis les tenues de livre. Puis, Exact. tenues de livre, n'importe qui peut avoir ça. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, si on regarde ça simplement, je veux dire, il y a combien de propriétaires de business qui ont un secondaire 2 puis qui font genre 500 000 de profit? Là? Mm-hmm. Il y en a énormément. Là. C'est pas un degré d'éducation, c'est pas un niveau de connaissance. Tout le monde a commencé à quelque part, puis ils ont sacrifié 10 ans de leur vie pour bâtir leur business. Mm-hmm. Puis il y en a qui n'ont pas envie de sacrifier 10 ans pour bâtir une business, ce qui était le cas pour moi, puis probablement pour d'autres personnes. Fait que tu peux juste arriver à l'année 11 puis l'acheter, puis juste rouler à partir des profits, sans avoir un méga background. De toute façon, il va te coacher pendant 1 an, anyways. Puis ça, c'est comme... Puis ça, on pourra revenir peut-être dans un épisode, là, puis écrivez en commentaire si vous voulez qu'on en parle plus. Mais tu sais, le fameux transfert de connaissances, tu sais, la question, je pense que tu te l'as fait poser aussi souvent avec les gens qu'on accompagne, mais c'est comme, hey, écoute, j'ai peut-être pas les connaissances pour gérer une business. So what? Genre, c'est vraiment pas grave. Et quand la personne a starté la business, elle avait pas toutes les connaissances. Puis il y a des gens qui sont là pour t'accompagner puis te coacher aussi. Fait que, tu sais, ça devrait vraiment pas être limitant. C'est comme... Ben, c'est comme apprendre une nouvelle job. Là, rendu là, c'est juste de prendre le temps de le faire comme il faut. Puis de se donner... Il y a aussi ça. Là, je sais qu'il y en a des gens qui veulent peut-être acquérir une business puis qu'ils veulent être plus là de façon passive et c'est vraiment correct. Comme qu'il y a des gens qui veulent être là puis qui veulent être opérateurs temps plein. Ouais. Mais dans tous les cas, le transfert de connaissances au départ, il est crucial. Puis c'est là que c'est important d'aller assimiler la business. Oui, exact. Puis une maison, que tu sois propriétaire occupant ou que tu achètes une maison puis que tu la loues, ben dans tous les cas, c'est pas vrai que tu sais comment gérer une maison day one. Ça freine pas personne. Tu apprennes à connaître les locataires. C'est ça, comment tu payes tes taxes municipales. Tu le sais pas au début. Là. Ah oui, non, je comprends. Puis quand est-ce que tu dois changer ta toiture? Tu googles, puis you craque. figure this out. Là, c'est rien de sorcier. Il faut un peu démystifier le fait que genre, c'est compliqué de rouler une business quand ça roule déjà. Là, fait que, juste en terminant, j'ai manqué la deuxième option qu'on avait dit pour financer 100% d'un deal. Oui, fait que, si la personne est super riche, l'autre option, c'est que la business est sur le bord de fermer puis que la personne se dit écoute, ma business, elle n'a pas de valeur. Puis ça arrive vraiment souvent. Tu l'as dit, le volet éducation, c'est super important. Les propriétaires d'entreprises qui s'en vont à la retraite, il y en a des dizaines de milliers au Québec en ce moment. Ils sont juste pas tous affichés. La réalité, c'est qu'il y en a qui ne savent pas que la business elle a une valeur.
Puis, il n'y a personne dans la famille pour reprendre la business. Fait qu'il n'y a pas de fils ou de fille qui veut la reprendre. Fait que c'est une question de timing, puis c'est de trouver les opportunités, mais tu peux arriver directement avec le propriétaire puis dire, écoute, tant qu'à mettre la clé dans la porte de ta business, laisse-moi reprendre le flambeau puis te payer à partir des profits de celle-ci. Ouais. Fait que lui, souvent, ben, ça, il dit, écoute, j'ai rien à perdre. De toute façon, je m'attendais à fermer la business puis juste vendre, exemple, les actifs ou liquider la machinerie. Tu sais, souvent, on le voit dans des fermes agricoles. J'avais une des personnes qu'on accompagnait justement qui regardait pour faire l'acquisition d'une ferme. Il allait souvent à des auctions. C'est quoi en français? Pas des audits, En tout cas, vous comprenez. Là, je pense que des auctions où on vend au plus offrant, mettons, chaque des partie. Enchères. Des enchères, merci. Chaque partie de la ferme. Mais en réalité, tu sais, c'était une business qui roulait. Ouais. Au lieu de comme la démanteler pièce par pièce, on s'entend, ça a beaucoup moins de valeur. Fait qu'il y a quelqu'un qui aurait pu reprendre cette business-là, payer au fil des années le vendeur, avoir un scénario win-win. Puis ce qui est incroyable dans ce scénario-là, c'est que tu n'as pas de banque, tu n'as pas de mise de fonds, puis tu as des profits jour 1. Fait que, encore une fois, c'est pas la majorité, mais c'est juste pour vous ouvrir un peu les horizons. Puis on vient juste de toucher le tip du iceberg de genre comment faire du financement pour l'achat d'entreprise. Je pense que dans d'autres épisodes, justement, on va aborder ça. Ben oui, absolument. Mais justement, là, tu sais, si je peux résumer ça, là, ça me fait penser à... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui comparent énormément à l'immobilier parce que, justement, l'immobilier, c'est un sujet connu. Puis, justement, en ce moment, l'immobilier, avec l'inflation, tout est tellement cher, tu sais, on le sait, là, c'est pas un secret. Puis, j'avais une amie, justement, là, avec qui on parlait de ça, puis on disait, on va essayer de regarder les deals où ce que c'est des séparations, des divorces ou des déménagements que, tu sais, des militaires, là, par exemple, là, qui doivent déménager puis que on doit reprendre le super vite. Ben, c'est un peu, de ce que je comprends, c'est un peu le même principe dans l'acquisition, c'est qu'il y a certaines situations où ce que c'est vraiment plus facile d'avoir accès justement avec une balance de prix de vente, mais il faut juste savoir reconnaître les situations, puis comme que tu viens de les nommer finalement. Oui, c'est ça. Il y a de tout. Là. Il y a des reprises de faillite, il y a des redressements d'entreprise, il y en a qui, à cause d'un problème de santé, ils doivent quitter. Il existe comme 1001 scénarios. Puis, tu sais, l'objectif, c'est pas de flouer un propriétaire d'une entreprise ou essayer d'y passer. Faut que ça soit gagnant-gagnant. C'est ça. Le but, c'est d'avoir un win-win. Moi, j'aime beaucoup la philosophie d'être un price taker. Fait que, tu sais, de pas nécessairement set the price, mais de dire, écoute, voici ce que la business peut supporter en termes de dette. Puis voici, moi, le risque que je suis prêt à prendre. Fait que comme ça, il n'y a pas de... J'essaie de négocier au moins cher possible, tu sais. Parce qu'après, la personne, c'est une bonne personne à avoir dans ton entourage aussi. Là, tu veux pas qu'il se sente... Mais non, puis en plus, il y a le transfert des connaissances. Il faut qu'il reste là puis qu'il te montre comme il faut, comment que ça roule. Là. Exact. Puis tu sais, contrairement à l'immobilier, juste pour terminer là-dessus, c'est... Tu sais, on se le rappelle, là, mais tu peux acheter juste une business puis avoir un changement drastique dans tes finances. Là. Tu sais, on n'en parle pas souvent des chiffres derrière une acquisition, mais tu sais... on va le faire. On va le faire dans les prochains épisodes, mais tu sais, comme tu peux acheter une business puis générer 100 000 $ de profit de plus par année juste un an après. Là, fait que c'est super puissant, c'est super intéressant. Tu n'en as pas besoin de 1000 business comme moi. Il t'en faut juste un bon deal. Là, fait que, voilà. Oui, absolument. Merci, Audrey. C'était super intéressant. Dans les prochains épisodes, je pense qu'on va parler plus de financement. Oui, absolument. Pour celles et ceux qui nous écoutent sur Apple Podcasts, Spotify, si vous avez la chance de laisser une review ou un commentaire, c'est super apprécié. Pour celles et ceux qui nous écoutent sur YouTube également, j'espère que vous avez apprécié. Puis n'hésitez pas à écrire vos questions ou des sujets ou des invités que vous aimeriez avoir dans les prochains épisodes. Ça va nous faire plaisir de vous lire, de vous répondre et de prendre votre feedback. Absolument. Donc, merci tout le monde. On se dit à très bientôt. Bye!